Imaginez un homme vénéré pour son immense force, connu pour affronter des créatures monstrueuses et surmonter des défis impossibles. Hercule, le fils de Zeus, est souvent considéré comme le plus grand héros de la Grèce antique. Il y a cependant un détail que peu évoque. Sa trajectoire est loin d'être un simple récit de bravoure. Sous la surface de la gloire se cachent des décisions douteuses, des impulsions incontrôlables et des actions qui ne reflètent pas toujours l'image d'un véritable héros. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des 12 œuvres qui ont marqué son histoire, en analysant non seulement les exploits, mais aussi les raisons de chaque exploit. Après tout, le héros qui affronta des lions, des monstres et des dieux méritait-il vraiment le titre de symbole de vertu? Explorons en profondeur qui était Hercule, en commençant par la raison qui l'a amené à relever ces défis. L'histoire d'Hercule commence par une tragédie personnelle. Pris d'un accès de rage provoqué par Héra, la déesse qui lui vouait une haine implacable, Hercule commet un acte terrible. Il assassine sa propre famille. Cet événement catastrophique a non seulement détruit sa vie, mais lui a également imposé un besoin de rédemption. Pour purger sa culpabilité, il fut contraint de servir Eurysthée, un roi lâche qui voyait l'opportunité de se débarrasser du demi-dieu. C'est ici que prennent vie les fameux 12 travaux, non pas comme des actes d'héroïsme volontaire, mais comme une pénitence forcée. Cette origine remet déjà en question l'image d'Hercule en héros parfait. Après tout, ses plus grandes réalisations ont commencé comme des punitions pour un crime odieux, et non comme des actions nobles pour sauver les autres. Qu'est-ce qui a motivé Hercule dans cette confrontation? Et pourquoi cet exploit, si grand à première vue, ne serait-il pas si héroïque? Le lion de Némée, bête redoutable à la peau impénétrable, fut le premier des 12 travaux imposés à Hercule. Une créature si forte et sauvage que personne ne pouvait la vaincre, et sa puissance semblait indomptable. Pour un homme comme Hercule, cela semblait être un grand défi, quelque chose qui reflétait l'idée du héros classique qui affronte le mal au nom du bien. Cependant, la vérité sur cette rencontre n'est pas aussi glorieuse que les histoires que vous avez entendues. Face au lion, Hercule se rendit compte que, malgré son incroyable force, ses armes n'étaient pas suffisantes pour percer la peau imbattable du monstre. Il n'avait donc ni une bonne idée ni une solution ingénieuse. Non. Au lieu de cela, il a utilisé sa force brute pour étrangler la créature à mort. C'est une victoire impressionnante, sans aucun doute, mais qui soulève également une question. Où est passé l'usage de l'intelligence, de la stratégie ou de la compassion? Hercule, à ce moment-là, se contentait d'utiliser son énorme force, comme un muscle à vif, pour vaincre un adversaire qui, avec un peu plus de réflexion, aurait pu être vaincu d'une autre manière. Lorsque le lion céda finalement à la pression d'Hercule, le héros enleva simplement la peau de l'animal et commença à l'utiliser comme manteau, devenant ainsi un symbole de pouvoir imbattable. La célèbre peau du lion de Némée allait devenir l'un des plus grands trophées d'Hercule, mais la victoire elle-même était un acte impulsif et direct, plus par la force que par l'habileté ou la sagesse. La grande question ici est, est-ce vraiment héroïque? Au lieu de rechercher une solution plus créative et plus éthique, Hercule a simplement utilisé ce qu'il avait de mieux, sa force brute. Et finalement, il n'était plus un héros. C'était un homme essayant de surmonter sa propre colère et sa culpabilité en agissant avec impétuosité. Cela peut être admiré, mais cela révèle aussi des défauts essentiels dans son parcours. Désormais, un nouveau défi apparaîtrait à l'horizon, le travail de l'hydre de Lerne, et avec lui, une nouvelle chance pour Hercule de démontrer plus que sa force, n'est-ce pas? Après avoir vaincu le lion de Némée, le deuxième travail d'Hercule n'en serait pas moins impressionnant. L'hydre de Lerne, une créature monstrueuse avec de nombreuses têtes et un venin mortel dans ses vipères, défiait toute notion d'héroïsme conventionnel. Au premier abord, il pourrait sembler qu'Hercule se trouve une fois de plus face à un ennemi invincible, un défi digne de lui. Mais contrairement à sa confrontation avec le lion, le héros aurait besoin à ce moment de quelque chose de plus que de la simple force physique. L'hydre n'était pas une simple créature. Chaque fois qu'Hercule lui coupait une tête, deux nouvelles poussaient à la place. C'était une bataille apparemment sans fin,
et la férocité du combat montraient que le simple fait d'écraser ou de tuer ne résoudrait pas le problème. Hercule s'est rendu compte que la stratégie devrait être différente. Ici, il compterait sur l'aide de son neveu, Iolo, qui l'assisterait avec le feu. Pour empêcher les têtes coupées de se régénérer, Hercule brûlait les blessures au feu, empêchant ainsi la croissance de nouvelles têtes. Et ainsi, avec l'aide du feu et de la persévérance, Hercule a vaincu l'hydre. Mais encore une fois, la question demeure. S'agissait-il d'une victoire héroïque ou d'une énième victoire obtenue par la force et des stratégies extérieures? Hercule, à ce stade, montre quelque chose au-delà de la force brute. La capacité de s'adapter à la situation, mais dépend également de moyens qui ne font pas exactement partie de ses propres capacités. Aurait-il pu vaincre Hydra seul? Peut-être, mais cela prendrait beaucoup plus de temps et d'efforts, peut-être même des échecs, sans l'intervention d'Iolo. Un autre point à considérer est qu'Hydra n'était pas un mal typique à combattre. Elle était une menace liée à la nature et à l'immortalité. Sa mort ne représente donc pas clairement la fin du mal. L'hydre n'était qu'une créature qui se régénérait, une métaphore des problèmes qui se multiplient. Couper des têtes et brûler des plaies aurait pu être une solution immédiate. Mais cela a-t-il vraiment résolu quelque chose de plus profond? Peut-être qu'au lieu de détruire, Hercule se contentait de contourner le problème, encore une fois, une solution pratique, sans réfléchir aux racines de ce à quoi il était confronté. Une fois l'hydre vaincu, un autre défi approche, le célèbre cerf de Sorineia, qui mettra à l'épreuve non seulement votre force, mais aussi votre patience et votre capacité à faire face à quelque chose de fugace, quelque chose qui ne peut être capturé par la force pure. Et qui sait si, dans ce défi, Hercule apprendrait quelque chose de plus important que le simple massacre de monstres. La troisième tâche d'Hercule était de capturer le cerf de Cérinée, une créature divine et extrêmement agile, sacrée pour la déesse Artémis. Il ne s'agissait pas d'un monstre monstrueux à vaincre d'un coup fatal, mais plutôt d'une proie insaisissable et extrêmement difficile à capturer. La mission d'Hercule était de ramener le cerf vivant, un défi qui mettrait à l'épreuve non pas sa force, mais sa patience, son habileté et sa détermination. Contrairement aux créatures précédentes, le cerf de Cérinée ne s'abandonnerait pas facilement. Il était rapide, aussi rapide que le vent, et ses jambes heurtaient les arbres et se déplaçaient à travers la forêt avec une agilité impressionnante. Hercule a passé une année entière à poursuivre l'animal sans parvenir à l'attraper. Il lui faudrait utiliser plus que sa force pour résoudre ce problème. Il lui faudrait une stratégie, une intelligence tactique qui allait au-delà de la simple confrontation. Cependant, ce qui suit n'est pas exactement une grande démonstration de dextérité ou de ruse. Hercule, après plusieurs mois de poursuite, réussit finalement à capturer le cerf, mais pas de la manière qu'on pourrait attendre d'un héros. Il n'a pas utilisé une intelligence raffinée ni une approche créative, mais plutôt une combinaison d'épuisement et de force physique. Lors de sa capture, il a utilisé sa propre capacité de pistage, et avec une force inattendue, a finalement réussi à piéger l'animal, même s'il a été blessé au cours du processus. À ce moment, une nouvelle réflexion surgit sur la nature de l'héroïsme d'Hercule. Capturer une créature divine, qui n'était pas un ennemi, mais un être sacré, fait-il vraiment de lui un héros ou simplement quelqu'un d'une grande obstination? Hercule, en capturant le cerf de Cérinée, finit par violer un principe fondamental de la nature, au nom d'un désir imposé, et non par nécessité de protéger quelqu'un ou quelque chose. Il ne sauvait pas une ville ou un peuple, mais, en fait, il accomplissait simplement un autre ordre qui le conduisait à agir avec une immense force, sans penser aux implications de ce qu'il faisait. Cette œuvre, contrairement aux précédentes, nous apporte une couche intéressante. Hercule ne s'occupe pas seulement de monstres, mais désormais d'éléments sacrés et de quelque chose d'intangible. Le but ici n'est pas de gagner, mais de capturer. En fin de compte, ce qui est clair, c'est que ce qui devrait être un grand exploit d'héroïsme finit par se révéler davantage comme un besoin de prouver sa force face à un monde qui exige de lui des exploits extraordinaires. Maintenant, après avoir capturé le cerf, un nouveau défi approche.
Le héros de nombreuses batailles parviendra-t-il enfin à échapper à l'ombre de ses défauts et imperfections? La prochaine œuvre révélera-t-elle une preuve supplémentaire de son caractère? Ou ne sera-t-elle qu'une nouvelle démonstration de puissance en quête d'absolution pour ses erreurs? Voyons comment il gère la mort des oiseaux de Stymfalia. Le quatrième travail d'Hercule l'amènerait à faire face à une menace particulière, les oiseaux de Stymfalia. Créatures redoutables, dotées d'un bec métallique, de griffes acérées et capables de lancer des plumes mortelles comme des flèches, ces oiseaux ont terrorisé la région d'Estymfalia, provoquant destruction et panique. L'objectif d'Hercule était simple, du moins à première vue, détruire la volée d'oiseaux qui infestait la région. Ce défi montra cependant une fois de plus que la force brute d'Hercule ne suffirait pas toujours. Les oiseaux n'étaient pas des créatures de chair et de sang qu'il pouvait simplement écraser ou attaquer d'un coup rapide. Ils volaient à une hauteur qui empêchait les attaques directes et étaient hors de sa portée physique. Ce qui semblait être une simple mission est devenu une tâche difficile et complexe. Mais, à la surprise générale, Hercule n'a pas affronté le problème seul. Cette fois, il a eu l'aide d'Athéna, la déesse de la sagesse et de la stratégie. Athéna, sachant que le héros ne serait pas capable de détruire les oiseaux avec sa seule force, offrit à Hercule une paire de cymbales en bronze, qui produisait un son assourdissant lorsqu'elle était frappée. Grâce à ces instruments, Hercule a réussi à attirer les oiseaux vers une zone dégagée, les obligeant à se rassembler et à devenir ainsi vulnérables aux attaques d'Hercule. L'utilisation d'une stratégie intelligente et d'une ressource divine a transformé un défi apparemment impossible en une victoire stratégique. Ici, ce qui est en jeu, c'est encore une fois la définition de l'héroïsme d'Hercule. Était-il un héros lorsqu'il a vaincu les oiseaux? Ou était-il simplement un homme doté d'une grande force, qui avait besoin de l'aide des dieux et de sa ruse pour remporter la victoire? Encore une fois, la force brute ne suffisait pas et le héros devait compter sur autre chose que sa propre puissance physique. La présence d'Athéna, déesse de la sagesse, était cruciale pour qu'il puisse résoudre le problème. Cette œuvre illustre parfaitement l'un des plus grands défauts du héros Hercule. Il n'est pas capable de résoudre seul les problèmes. Son parcours, qui apparaît souvent comme un chemin de rédemption, révèle plus ses limites que ses vertus. Il peut vaincre des monstres, il peut les détruire, mais il ne peut jamais tout faire sans l'aide des autres, pas toujours avec ses propres méthodes. Les oiseaux de Stymfalia étant vaincus, l'œuvre suivante nous emmène à l'un des moments les plus compliqués du voyage d'Hercule, la capture du sanglier d'Érymanthe. Sera-t-il capable de montrer quelque chose au-delà de la force et de l'imposition cette fois-ci? Ou s'agira-t-il d'une autre tâche qui nécessitera quelque chose au-delà de ses propres capacités? Après la victoire sur les oiseaux de Stymphale, Hercule passa à sa tâche suivante, capturer le sanglier d'Érymanthe. Cet immense animal, qui habitait les forêts d'Érymanthe, était connu pour sa force brutale et le chaos qu'il provoquait en détruisant les récoltes et les propriétés des environs. Contrairement aux créatures monstrueuses ou divines rencontrées précédemment, le sanglier représentait une menace plus naturelle, mais non moins dangereuse. La mission d'Hercule était de le capturer vivant, sans le tuer. Quand on observe ce travail, la première impression est qu'il s'agirait d'une tâche relativement simple, compte tenu de la force d'Hercule. Cependant, ce qui se révèle ici est un combat plus complexe, où le héros aurait besoin de plus que de la simple force brute. Capturer le sanglier demandait de la patience, de la persévérance et une approche plus subtile, ce qui n'était pas exactement le point fort d'Hercule. Le sanglier, extrêmement rapide et agressif, entraîna le héros dans une chasse qui durait plusieurs jours. Hercule le poursuivit à travers les montagnes, sans pouvoir rattraper l'animal immédiatement. Ici, le héros n'est pas simplement un être impétueux, comme dans les premiers combats, mais fait preuve d'une habileté importante. Il lui faut chasser le sanglier sans le détruire. La stratégie consistait à conduire l'animal vers un marais, où le sanglier s'est retrouvé piégé à cause du terrain boueux, permettant à Hercule de le capturer avec une relative facilité. Dans cette œuvre, nous voyons un Hercule différent, moins concentré sur sa force écrasante et plus attentif aux besoins de sa mission. Il n'a pas utilisé sa force pour tuer le sanglier,
mais plutôt pour l'apprivoiser et contrôler la situation. Il a également fait preuve d'une certaine sagesse en utilisant l'environnement à son avantage, démontrant que la victoire ne consiste pas toujours à écraser, mais à comprendre le problème et à trouver une solution créative. C'est l'un des rares moments où Hercule s'éloigne de sa nature impétueuse et agit de manière plus réfléchie, utilisant la patience et l'intelligence stratégique plutôt que la force. Cependant, malgré plus de contrôle et de réflexion dans cette œuvre, ce qui compte vraiment est la grande question qui plane sur tous les actes d'Hercule. A-t-il vraiment agi par vertu ou simplement suivi un ordre pour se racheter de ses erreurs passées? Même lorsqu'il parvient à agir avec plus de patience et d'habileté, la vérité demeure que ses actions sont motivées par le besoin d'expiation et non par une véritable impulsion héroïque. Maintenant, une fois le sanglier capturé, le prochain défi d'Hercule le verra affronter les redoutables écuries d'Augia, où le héros sera obligé d'affronter quelque chose de très différent de n'importe quel monstre ou créature. Sera-ce l'occasion de montrer qu'Hercule peut, en fait, être plus qu'un homme de force, ou s'agira-t-il simplement d'une tâche de plus dans laquelle sa capacité à « nettoyer » sera la clé du succès? L'œuvre suivante d'Hercule est peut-être l'une des plus insolites et révélatrices de son voyage. Il devait nettoyer les écuries d'Augia, l'un des troupeaux les plus grands et les plus riches de Grèce, si sales et si infestés d'excréments que personne n'avait pu les nettoyer. Le défi était monumental, non seulement en raison de la quantité de saleté accumulée au fil des années, mais aussi en raison de la complexité d'une tâche qui, à première vue, ne demandait pas de force physique, mais plutôt beaucoup de patience et un travail minutieux. Hercule, cependant, n'était pas appelé à être jardinier ou nettoyeur. Il fut mis au défi d'accomplir cette tâche en une seule journée, sans pouvoir utiliser de tour de magie ni une armée de serviteurs pour l'aider. Au lieu d'un simple travail de nettoyage, Hercule aurait besoin de faire preuve d'intelligence, et peut-être d'un peu de créativité pour résoudre le problème. C'est alors qu'Hercule, avec son approche pratique typique et une bonne dose de ruse, décide d'utiliser une méthode plutôt ingénieuse. Il détourna deux rivières, l'Alphée et le Péné, afin que leurs eaux puissent laver les écuries, nettoyant ainsi tout le fumier accumulé. En quelques heures, la tâche était accomplie et les écuries étaient impeccables. La solution était simple mais efficace, démontrant qu'Hercule pouvait être plus qu'un homme fort. Il pouvait utiliser son intelligence pour surmonter même les défis les plus improbables. Cependant, cet ouvrage ne manque pas de soulever une question importante. Hercule a-t-il été héroïque pour accomplir cette tâche? En fait, il n'a pas utilisé sa force comme dans d'autres défis. Il a simplement utilisé les ressources naturelles qui l'entouraient et a appliqué une solution pratique et rapide à un problème sale, mais pas difficile. Dans un sens, il n'était pas ici un héros traditionnel. C'était un autre homme qui, utilisant sa capacité de raisonnement, a trouvé la solution la plus simple à un travail qui semblait impossible. Mais ce qui ressort vraiment, c'est qu'une fois de plus, le défi d'Hercule n'était pas pour lui l'occasion de prouver sa grandeur ou sa vertu. C'était juste une tâche qui lui était imposée dans le cadre de sa rédemption. Il n'était pas là pour une noble raison, mais plutôt pour nettoyer le désordre que lui et d'autres avaient laissé derrière eux. Et, en fin de compte, cette solution créative et pratique n'a pas vraiment généré une grande leçon de morale, mais plutôt une manière simple et efficace de résoudre un problème. Maintenant, après avoir nettoyé les écuries d'Augia, un nouveau défi approche, plus sombre et plus dangereux. Le prochain travail d'Hercule le verra affronter le redoutable taureau de Crète. Sera-ce un défi qui mettra enfin en lumière la véritable essence du héros qui se cache derrière la force brute et les solutions faciles? Voyons. Après la tâche apparemment simple de nettoyer les écuries d'Augia, Hercule se lance dans le prochain défi, qui le mènera sur l'île de Crète. Capturer le célèbre taureau de Crète, une immense bête qui terrorisait la région et était sous la garde du roi Minos. Le taureau n'était pas une créature monstrueuse au sens classique du terme des nombreux ennemis précédents d'Hercule, mais c'était sans aucun doute une bête dangereuse et indomptable, dotée d'une force capable de tout détruire sur son passage. Ce défi nécessitait plus que de la simple force physique. Hercule devrait capturer le taureau vivant, sans le tuer. Mais ce qui semblait n'être qu'un énième combat de force s'avère être, une fois de plus,
l'occasion de montrer la complexité de son parcours. Le taureau, étant une créature si féroce, ne serait pas facilement capturé, et Hercule le savait. Il lui faudrait plus qu'une simple approche impétueuse. Ici encore, le héros n'est pas seulement ému par la force, mais par la persévérance et la maîtrise de la situation. Lorsqu'il rencontrait le taureau, Hercule n'utilisait pas le combat direct, comme dans d'autres situations, mais l'affrontait avec prudence. Il la défiait de manière plus stratégique, en contrôlant les mouvements de la bête, et, après un combat épuisant, a réussi à l'apprivoiser et à l'arrêter. Après avoir capturé le taureau, Hercule le rapporta au roi Eurysthée, qui, comme d'habitude, était irrité par la façon dont le héros avait accompli l'exploit. Le roi, frustré par une nouvelle victoire d'Hercule, ordonna de relâcher le taureau, et celui-ci finit en fait par causer encore plus de destruction en s'enfuyant vers la Crète. Cependant, le défi lui-même ne consistait pas seulement à capturer le taureau, mais aussi à savoir comment Hercule, une fois de plus, a surmonté un problème grâce à sa persévérance et à son contrôle de la situation. Cette œuvre, comme tant d'autres, amène à réfléchir sur ce qui fait réellement d'Hercule un héros. Il est peut-être imbattable au combat, mais son approche pour résoudre les problèmes n'est pas toujours la plus noble ou la plus héroïque. Souvent, il agit par nécessité, par exigence extérieure, et non par un véritable désir de faire le bien. Dans le cas du taureau, il ne s'est pas battu pour la ville ou pour l'humanité, mais pour accomplir une autre tâche de sa punition. Comme toujours, il a agi par impulsion et par pression, sans réfléchir profondément à la raison de son voyage. Cependant, ce que révèle le travail avec le taureau crétois est une compétence importante chez Hercule, la capacité à faire face à l'imprévisible. Même s'il n'a pas toujours été animé par la vertu ou la noblesse, il a démontré la valeur de l'endurance et de la persévérance, qualité essentielle à tout voyage héroïque. Une fois le taureau capturé et une autre mission accomplie, le héros se prépare pour le prochain grand défi, capturer les juments de Diomède. Serait-ce le moment où Hercule démontre enfin une vertu supérieure à la force brute? Ou s'agira-t-il simplement d'une autre tâche qui exige davantage de votre contrôle sur les circonstances que sur vos propres impulsions? Découvrons. Le 9e travail d'Hercule, capturer les juments de Diomède, semblait, à première vue, être une autre tâche de force brute, avec une touche de cruauté. Les juments de Diomède, nourris de chair humaine, étaient des créatures sauvages et immensément puissantes, dont la férocité rendait toute tentative de capture presque impossible. Le roi Diomède, propriétaire de ces bêtes, était un tyran et ses juments étaient l'une des plus grandes sources de son pouvoir. Ils représentaient la destruction et la violence dans leur forme la plus pure. Cette fois, cependant, Hercule n'a pas seulement affronté les bêtes elles-mêmes, mais aussi le caractère même de leur propriétaire. Diomède, un monstre à part entière, faisait partie des ennemis de la paix et de l'ordre, et son règne sur ces créatures reflétait la nature corrompue et sauvage de son règne. Pour capturer les juments, Hercule devrait non seulement vaincre les créatures, mais aussi faire face à l'essence destructrice de Diomède lui-même. Le héros, comme toujours, est allé droit au but, relevant le défi avec sa force habituelle. Hercule partit pour la région de Diomède, et après avoir trouvé les juments, réalisa que la seule façon de les apprivoiser était d'éliminer le contrôle de Diomède sur elles. Mais ce qui a fait la différence dans ce travail, c'est une décision cruciale. Au lieu de tuer Diomède ou de détruire directement les juments, Hercule a décidé d'adopter une approche légèrement plus stratégique, quoique impitoyable. Il captura Diomède et le livra à ses propres juments, qui le dévorèrent, un sort qui reflétait la brutalité de son propre règne. Avec la mort de Diomède, les juments, désormais privés de leur maître, devinrent plus vulnérables. Hercule parvient alors à les capturer et à les ramener à Eurysthée. Mais contrairement aux autres métiers, cette tâche soulève une question éthique importante. En livrant Diomède à ses propres créatures, Hercule ne remplissait pas seulement une mission, mais offrait également une sorte de justice brutale, de châtiment aux tyrans qui avaient créé les bêtes. Cette action, à bien des égards, reflète l'une des natures les plus sombres de son voyage. Il n'était pas seulement le héros qui capturait les juments.
il était également l'agent d'une vengeance implacable et impitoyable. Cette approche, encore une fois, nous oblige à nous interroger. Hercule est-il vraiment un héros à tous égards? Ou est-il simplement un homme animé par le désir d'accomplir ses tâches sans réfléchir aux implications de ses actes? La capture des juments de Diomède n'a pas apporté une grande leçon de vertu ou de moralité, mais plutôt un châtiment contre la violence d'un homme corrompu, ce qui n'est pas étranger au héros, mais qui ne correspond pas non plus à l'image traditionnelle d'un noble héros et juste. En accomplissant ce travail, Hercule a une fois de plus démontré sa force et son habileté, mais a également révélé une tendance à résoudre les problèmes avec une approche impitoyable, sans se soucier des conséquences. Cet épisode a également montré qu'il pouvait être une force de justice, mais une justice dure, qui ne faisait pas la distinction entre le bien et le mal de manière idéaliste, mais selon une vision plus pragmatique et parfois cruelle. Maintenant, une fois les juments de Diomède capturés et le travail accompli, le prochain défi d'Hercule l'amènerait à capturer la ceinture d'Hippolyta, une mission qui impliquerait non seulement sa force, mais aussi des négociations avec les Amazones, des guerrières imbattables. Ce défi fournira-t-il à Hercule l'occasion d'agir d'une manière plus noble et plus juste, ou s'agira-t-il d'un autre test de sa force brute et de sa ruse? Voyons ce que les prochains travaux apporteront. La 10e tâche d'Hercule a mené en territoire inconnu et dangereux, le domaine des Amazones, un groupe de guerrières célèbres pour leur force, leur courage et leur indépendance. La mission était de rapporter la ceinture de la reine Hippolyta, un objet précieux qu'elle avait reçu en cadeau d'Arès, le dieu de la guerre, en reconnaissance de son pouvoir. Cet objet n'était pas seulement un ornement, mais aussi un symbole de leadership et de force parmi les Amazones. Pour Hercule, ce travail ne serait pas seulement une question de force physique, mais aussi de capacité à faire face à un groupe qui n'était pas intimidé par sa renommée ou sa force. Hercule est arrivé au royaume des Amazones avec un plan qui en a surpris plus d'un. Au lieu d'entrer immédiatement en confrontation, il a décidé de parler à Hippolyta. Et, à la surprise générale, la reine, impressionnée par la renommée du héros et la franchise de sa démarche, accepta de remettre la ceinture sans résistance. Cette interaction, qui semblait résoudre le défi de manière pacifique, fut un moment rare au cours duquel Hercule démontra sa capacité à résoudre les problèmes sans recourir à la violence. C'était un aperçu d'un Hercule capable de transcender sa réputation de force brute. Cependant, comme c'est souvent le cas dans les mythes grecs, les dieux ne permettraient pas que tout se termine aussi simplement. Héra, qui cherchait toujours des moyens de compliquer la vie d'Hercule, intervint une fois de plus. Elle s'est déguisée en Amazonie et a répandu la fausse nouvelle selon laquelle Hercule envisageait de kidnapper Hippolyta et d'asservir le peuple des Amazones. Les guerriers, croyant à l'histoire d'Héra, s'armèrent immédiatement et attaquèrent Hercule et ses compagnons. Face à cette agression soudaine, Hercule fut contraint de se battre. Il affronta les guerriers avec courage et habileté, mais le combat fut marqué par le chaos et l'effusion de sang. Hippolyta, qui avait d'abord fait preuve de bonne volonté, a fini par être tué dans l'affrontement, soit par erreur, soit en état de légitime défense. Après avoir vaincu les Amazones et les avoir dispersés, Hercule récupéra la ceinture et accomplit la tâche, mais à un coût important. Cette œuvre est un exemple clair de la façon dont le voyage d'Hercule est marqué par des ambiguïtés et des contradictions. Il a essayé de résoudre le problème par la diplomatie, montrant qu'il n'était pas seulement un guerrier impulsif, mais quelqu'un capable de rechercher des solutions pacifiques. Cependant, l'intervention divine et le caractère inévitable de la violence ont révélé la fragilité de leurs bonnes intentions. Une fois de plus, la question de l'héroïsme d'Hercule est remise en question. Avait-il vraiment le contrôle de la situation? Ou n'était-il qu'un pion dans le jeu d'Héra et d'autres dieux, voué à être emporté par des circonstances dépassant son entendement? Cette tâche, comme tant d'autres, a montré que même lorsqu'il essayait d'agir avec droiture, des forces extérieures faisaient souvent de lui une figure de destruction plutôt que de rédemption. La ceinture d'Hippolyte étant remise à Eurysthée, Hercule se prépare au prochain défi, capturer les béhuves de Gérion, l'une des tâches les plus épuisantes de son voyage. Est-ce une preuve définitive de sa résistance et de son habileté?
Ou un autre exemple de la façon dont il est un homme toujours à la merci des caprices divins. Le voyage continue et les doutes sur le véritable caractère d'Hercule persistent. La 11e tâche d'Hercule fut l'une des plus ardues de tout son voyage. Il devait capturer le troupeau de Béhuf de Gérion, un géant à 3 corps qui habitait la lointaine île d'Éritie, à l'extrême ouest du monde connu. Au-delà de la distance, Hercule ferait face à des gardiens mortels, à un adversaire surnaturel et à des conditions extrêmes qui mettraient à l'épreuve sa force, son courage et sa détermination comme jamais auparavant. Le voyage vers Érycia était en soi un défi colossal. Pour y arriver, Hercule a dû traverser de vastes régions, affrontant déserts et montagnes. En chemin, il arriva dans ce qui serait aujourd'hui le détroit de Gibraltar, où, avec son immense force, il érigea les « colonnes d'Hercule », 2 piliers rocheux qui symbolisaient le bout du monde connu des Grecs. Cet exploit était à la fois une démonstration de sa force et un jalon dans sa légende. Mais la véritable difficulté était encore à venir. En arrivant sur l'île, Hercule affronta d'abord le chien Orthro, un monstrueux gardien à 2 têtes qui était le frère de Cerbère. Hercule le vainquit sans trop de difficultés, mais fut bientôt confronté au berger Eurytion, chargé de surveiller les Béhuf. Une fois de plus, le héros l'emporta, éliminant rapidement le berger. Cependant, le plus grand défi restait Gériao lui-même. Le géant avec 3 corps, 3 têtes et 3 paires de bras et de jambes était un spectacle impressionnant, et sa force rivalisait avec celle d'Hercule. Armé d'une massue et de son arc, Hercule affronta Gérion dans un combat acharné. Utilisant sa force physique et ses compétences d'archer, Hercule tira une flèche empoisonnée avec le sang de l'hydre directement dans le cœur de Gérion, le tuant et remportant la victoire. Gérion étant vaincu, Hercule rassembla le troupeau de Béhuf et commença son long voyage de retour. Mais cette partie de la tâche n'était pas moins ardue. Il a dû faire face à plusieurs adversités en cours de route, notamment des tentatives de vol du troupeau et les caprices des dieux, qui ont souvent mis à l'épreuve sa patience et son endurance. Cette œuvre révèle le caractère infatigable d'Hercule. Il a fait preuve non seulement d'une force, mais aussi d'une résilience presque surhumaine face à tous les défis, des dangers physiques au long voyage de retour. Cependant, une fois de plus, il est clair que ses actions n'étaient pas motivées par un désir altruiste d'aider les autres ou de réaliser de grandes choses grâce à sa propre vertu. Il a agi par nécessité, sous le poids de sa pénitence, tandis que les dieux, notamment Héra, continuaient de le manipuler et d'entraver son voyage. Par ailleurs, le massacre qui a accompagné cette mission soulève des questions sur l'impact des actions d'Hercule. Il a tué le géant, le chien et le berger pour obtenir les Béhuf. Mais à qui, après tout, ces morts ont-elles apporté un bénéfice? Pour Hercule, ce n'était qu'un pas de plus vers sa rédemption. Pour d'autres, une démonstration de leur force brute, mais pas forcément d'héroïsme au sens moral. Désormais, avec les Béhuf remis à Eurysthée, il ne reste plus qu'un dernier défi, faire remonter à la surface Cerbère, le gardien des enfers. Ce travail le mènera lui-même à Hadès, où il affrontera la mort sous sa forme la plus littérale. Sera-ce la tâche qui définira finalement l'héritage d'Hercule en tant que héros, ou révélera-t-elle, une fois de plus, les contradictions de son voyage? La fin est proche et la tension monte. Nous arrivons à la dernière œuvre d'Hercule, qui mettra à l'épreuve non seulement sa force et son courage, mais aussi sa capacité à affronter sa propre mortalité. Sa tâche finale était de capturer Cerbère, le monstrueux chien à 3 têtes qui gardait les portes du monde souterrain, et de le ramener à la surface. Aucune grande bataille ni gloire immédiate n'attendait Hercule dans ce défi. Juste la descente au royaume des morts, un lieu redouté même par les dieux. Pour mener à bien la mission, Hercule devrait entrer vivant dans Hadès, négocier avec ses dirigeants et affronter une créature dont le rôle était d'empêcher exactement ce qu'il s'apprêtait à faire. Mais comme lors de toutes ses missions précédentes, Hercule n'a pas hésité. Il se dirigea vers les enfers avec une détermination inébranlable, prêt à affronter tout ce qui arriverait. En arrivant à Hadès, Hercule rencontra Charon, le batelier qui transportait les âmes le long des rivières des enfers. Au départ,
Charon a refusé de l'emmener, car les vivants n'y étaient pas autorisés. Cependant, la force et la présence intimidante d'Hercule le convainquirent et le batelier le conduisit à contre-cœur au cœur des enfers. Là, Hercule rencontra Hadès et Perséphone, les dirigeants du royaume des morts. Il expliqua sa tâche et demanda la permission de prendre Cerbère, promettant de le lui rendre une fois sa mission terminée. Hadès, intrigué par le courage d'Hercule, accepta une condition. Il pourrait prendre Cerbère, mais seulement s'il parvenait à maîtriser le chien sans utiliser d'armes. Hercule accepta le défi et fut emmené à Cerbère. La bête était un spectacle terrifiant. 3 têtes qui rugissaient à l'unisson, une queue de dragon et une crinière pleine de serpents venimeux. Malgré son apparence, Hercule s'approcha sans hésitation. Il utilisa sa force surhumaine pour attraper le monstre, lui tenant la tête et contrôlant ses mouvements. Ce fut un combat épuisant, mais Hercule a réussi à maîtriser la créature à main nue, démontrant non seulement une force, mais aussi un courage sans précédent. Avec Cerbère sous son contrôle, Hercule le ramena à la surface, accomplissant ainsi sa dernière tâche. Eurysthée, terrifié à la vue du monstre, ordonna immédiatement à Hercule de le ramener aux enfers, ce que le héros fit par respect pour la promesse qu'il avait faite à Hadès. Ce travail final est plus qu'un test de force ou d'habileté. Il symbolise le dépassement des limites humaines, la capacité d'affronter l'inconnu et de revenir transformé par l'expérience. Hercule n'a pas seulement vaincu un monstre, il a remis en question l'idée même de mortalité, montrant que le courage et la détermination peuvent vaincre même les plus grandes peurs. Cependant, ce dernier défi révèle également quelque chose d'essentiel à propos d'Hercule. Il n'était pas seulement un héros motivé par la force. Il avait la capacité de respecter les limites imposées par les dieux et dans les moments cruciaux, d'agir avec honneur et loyauté, même face à des forces bien supérieures à lui. Avec l'achèvement des 12 travaux, Hercule parvint enfin à se libérer du fardeau imposé par son passé. Mais le voyage n'a pas effacé les contradictions de sa vie. C'était un homme marqué par la tragédie, des actes héroïques et des choix douteux, une figure qui représentait à la fois le meilleur et le pire de la nature humaine. Son histoire ne s'arrête pas là, mais les 12 œuvres restent le plus grand symbole de sa légende. Il nous rappelle que l'héroïsme n'est pas une ligne droite, mais un voyage complexe, plein d'échecs, de victoires et surtout d'humanité. Ainsi se termine l'histoire des 12 travaux d'Hercule. Qu'il s'agisse d'affronter des monstres terrifiants ou de défier les dieux eux-mêmes, Hercule nous a montré que le voyage d'un héros n'est pas seulement fait de victoires glorieuses, mais aussi de choix difficiles, de sacrifices et de dures leçons. Ses actes n'étaient pas parfaits et ses motivations n'étaient pas toujours exemplaires. Mais c'est précisément ce qui rend sa légende si fascinante et d'une certaine manière humaine. Si vous avez aimé explorer ces mythes incroyables et découvrir les couches qui font d'Hercule plus qu'un simple symbole de force, abonnez-vous à la chaîne. Ici, vous trouverez d'autres histoires de héros, de dieux et de créatures qui ont marqué la mythologie et influencent encore le monde aujourd'hui. Laissez un like, partagez avec ceux qui aiment aussi les histoires épiques et commentez ci-dessous. Laquelle des 12 œuvres avez-vous trouvé la plus impressionnante? Ou lequel montrait le côté le plus humain d'Hercule? Je veux connaître votre avis. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, où nous explorerons de nouvelles aventures, mystères et personnages légendaires. En attendant, continuez à nourrir votre imagination et à vous plonger dans les mythes qui ont façonné l'histoire de l'humanité.